Sophie Chevalier est professeure d'anthropologie sociale et enseignante à l'université de Picardie Jules Verne. Ses domaines de recherche regroupent les pratiques économiques du quotidien, la consommation et les loisirs, et l'histoire comparative de l'ethnologie. Elle mène des terrains à Paris et à Durban après avoir conduit des recherches à Londres et en Bulgarie. Dans cette interview, elle nous parle de ses travaux sur les courses, les parieurs et les pratiques de jeu, notamment en Afrique du Sud. Bonjour Sophie Chevalier. Bonjour Boris, Bien écoutez, bienvenue sur les deux corpus et dans notre émission d'entrée de jeu. merci de m'avoir invité, voilà. Alors sans plus attendre, pour commencer cette interview, est-ce que vous pourriez vous présenter? Voilà. Donc, je m'appelle Sophie Chevalier, je suis professeure d'anthropologie sociale à l'université de Picardie Jules Verne à Amiens. Auparavant, j'étais maître de conférence à Besançon à l'université de Franche-Comté. Je suis spécialiste, on va dire, d'anthropologie des pratiques économiques et d'anthropologie de la ville. Je m'intéresse aussi à l'histoire de ma discipline, donc j'ai aussi publié dans ce domaine-là. J'ai une activité éditoriale assez importante parce que j'ai toujours été investie dans les journaux, les revues de ma discipline. J'ai fondé avec un collègue qui s'intéresse d'ailleurs aussi aux jeux, Thierry Wendling, une revue en ligne qui était pionnière dans les années 2000 puisqu'on était une des premières revues en ligne en SHS, ethnographique.org. Mais je participe aussi à d'autres revues comme Ethnologie française depuis longtemps et aussi des revues anglo-saxonnes. Je m'intéresse aussi à l'édition de volumes, enfin de livres. Je fais partie du comité au ministère de la Culture, de la collection Ethnologie de la France et des mondes contemporains. Alors merci Sophie pour ces premiers propos introductifs. Est-ce que vous pourriez revenir sur la nature de vos travaux scientifiques en général et ceux sur le jeu en particulier? Mes terrains d'enquête ont été la France. Dans une sorte de vie antérieure, j'avais aussi fait du terrain en Bulgarie et en Grande-Bretagne pour compléter le travail que j'avais fait en thèse à Paris qui portait en anthropologie urbaine. J'avais répété mon enquête en Grande-Bretagne. Et puis là, c'était plus dans une direction de pratique économique. J'avais travaillé en Bulgarie dans les années 90, au milieu des années, ou la deuxième partie plutôt des années 90, quand le pays a basculé d'une économie planifiée à une économie euh, capitaliste. Et puis, depuis la fin des années, on va dire 2010, depuis les années 2010, j'ai commencé un travail en Afrique du Sud et c'est là que j'ai commencé à travailler aussi sur les courses animales. Alors, j'ai commencé à travailler en Afrique du Sud dans les années 2009, quelque chose comme ça. Et puis, je travaille sur une ville qui s'appelle Durban, ou Durban en anglais, qui est une des grandes villes de la côte de l'océan Indien. Et là, je travaille sur la façon dont les gens partagent des espaces qui étaient auparavant ségrégés. Et parmi ces espaces, j'ai été frappée par la présence d'un immense hippodrome presque au centre de la ville et j'ai commencé à le fréquenter. Et donc, ça m'a ouvert des portes sur un monde social dont j'ignorais complètement l'existence parce que j'étais pas du tout, si vous voulez, j'avais pas d'acquaintance avec les chevaux ou ce monde des jeux. Et là, j'ai commencé une enquête sur le monde de l'hippodrome en interrogeant à la fois des jockeys, en interrogeant des parieurs, en interrogeant les gens qui font partie de cet univers. Il y a beaucoup d'administration, d'une certaine manière, dans ces hippodromes, des éleveurs, des propriétaires. Et puis, j'ai un petit peu développé plus sur le côté jeux et paris. Et là, j'ai commencé à regarder si je pouvais aller dans des betting shops, hein. Parce que contrairement à la France, le système, ils ont hérité du système britannique avec ce qu'on appelle le TOTE, c'est-à-dire ce qui correspond au PMU, et puis les bookmakers, c'est-à-dire des opérateurs privés de paris. Et là, j'ai eu un rendez-vous avec le président du syndicat des bookmakers et il m'a fait rencontrer une femme qui était une des seules femmes qui avait sa propre entreprise de bookmaking. Alors, depuis lors, elle a vendu, hein, mais disons, ça m'a permis d'entrer dans les bureaux parce qu'on ne peut pas simplement entrer enfin, une échoppe de Paris et puis commencer à interroger les gens. Donc, ça m'a permis de faire des entretiens avec les gens
qui s'occupait, qui était responsable de ces boutiques, et puis ensuite aussi de faire des entretiens ou de discuter comme ça par une fréquentation, une manière peut-être plus informelle avec les gens qui venaient parier. J'ai aussi commencé à lire des choses sur ces paris et les courses hippiques, en particulier les travaux de quelqu'un qui s'appelle Rebecca Cassidy, qui est un peu pionnière dans l'approche des courses hippiques et des parieurs. En retrouvant quand même certains éléments qui m'intéressent, c'est l'idée, par exemple, ben ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien développer, peut-être j'en parlerai tout à l'heure, mais j'ai pas encore énormément de choses à dire. Je suis assez intéressée à cette idée que parier, c'est gagner de l'argent sans travailler. Voilà, donc c'est un petit peu cette idée-là. C'est une idée assez puritaine hein, qui a fait que dans beaucoup de pays, les paris ont été interdits pendant très longtemps, ce qui était le cas en Afrique du Sud, puisque finalement, jusqu'en 94 à peu près, c'était à la fin de l'apartheid, les seuls paris qui étaient autorisés, c'était les paris hippiques, qui étaient aussi soumis à une ségrégation dans l'espace, puisqu'à la fois la place des gens dans l'hippodrome était définie par leur race, mais aussi les boutiques dans lesquelles on pouvait parier n'étaient pas, enfin, elles étaient distinctes les unes des autres. Il y avait des boutiques pour les noirs, des boutiques pour les blancs, enfin voilà, pour aller vite. Donc j'ai commencé à travailler là-dessus. Et puis ensuite, je me suis aperçue que, alors, à Durban, pour des raisons historiques, hein, mais c'est en train de changer. C'est la discussion que j'ai eue il y a 3 semaines avec mes interlocuteurs que j'ai encore dans le Jockey Club. Jusqu'à présent, c'était très blanc et indien, parce que Durban a la caractéristique d'être une ville dans laquelle il y a une population d'ascendance indienne importante qui sont venus comme on le dit en français, engagés, c'est-à-dire qu'ils venaient d'autres parties de l'Empire britannique et ils venaient pour travailler dans la canne à sucre. Donc ces gens sont restés, bon, ils ont changé de classe sociale et voilà, etc. Et il y en a beaucoup qui sont propriétaires et en tout cas, ils sont assez actifs dans les courses hippiques. Mais c'est en train de changer. Il y a de plus en plus de personnes d'autres communautés, en particulier noires, qui deviennent membres du Jockey Club. Mais j'ai découvert aussi, grâce au Jockey Club, qu'il existait d'autres courses hippiques, euh, des courses rurales qui étaient extrêmement différentes, qui étaient des courses hippiques dans lesquelles les chevaux qui étaient en compétition n'étaient pas des pur sang, parce que le système, on va dire, urbain est très marqué par ce qui se passe en Europe, hein. C'est le modèle britannique aussi qu'on trouve en France avec un stud book pour les pur sang. Enfin bon, l'organisation est très similaire. Par contre, dans le monde rural, c'est des chevaux qui viennent à peu près de toute la région et qui sont les chevaux qui participent aux travaux agricoles ou au transport. Donc, il y a des petites compétitions locales et j'ai participé au concours final dans une ville qui s'appelle Dundee, qui est au centre de la province. Et là, j'ai vu arriver des jeunes gens sur des chevaux de trait hein, ou des chevaux voilà, qui arrivaient, qui avaient marché toute la nuit depuis les autos d'autres provinces, etc et qui courait à cru sur une piste en poussière. Mais ça fait partie, disons, d'une obligation légale du Jockey Club d'encourager, disons, l'émergence des communautés défavorisées pendant l'apartheid. Donc, en fait, il donne un sérieux coup de main pour ces courses, à la fois pour équiper quand même avec ces jeunes gens qui courent à cru avec une bombe, enfin, etc. Voilà, puis ils servent aussi ouais. Donc, c'était un monde tout à fait différent qui attire des milliers et des milliers de personnes. Donc, ça c'était une expérience très intéressante. Et j'ai appris qu'il y avait aussi, il commençait aussi à avoir des propriétaires de chevaux. C'est toujours pas des pur sang parce qu'ils n'ont pas les moyens de les traiter comme on doit traiter un pur sang. Donc, en fait, faire des croisements avec des pur sang, ça fragilise quand même les chevaux. Et du coup, ben voilà, ils élèvent des chevaux, puis quand même, ils gardent ceux qui sont il y a des propriétaires qui gardent ceux qui courent le plus vite quand même, hein, voilà. Alors, concernant vos travaux et le GIS Jeux Société, vous aviez remporté l'appel à projet en 2016 puis en 2017 sur les courses animales, les paris sportifs et les jeux d'argent. Est-ce que vous pourriez nous rappeler les grandes lignes de ces projets et de ces terrains? Alors, ce que je vais dire, c'est que toutes ces enquêtes que j'ai pu faire en Afrique du Sud, c'est grâce à des bourses du GIS. Alors, je dois dire que j'ai appris l'existence du GIS un peu par hasard parce que
Je suis amie avec quelqu'un qui s'appelle Thierry Wendling, qui fait partie du comité. Du coup, c'est lui qui m'a parlé de ça en disant, ben, écoute, si tu veux continuer à travailler là-dessus, tu peux essayer de demander une bourse. Donc voilà, donc j'ai une bourse, je me souviens plus, 2 ou 3 ans, ou 2 ans en tout cas. Voilà. Voilà. Donc, il m'a permis, ben, en tout cas, de payer mes déplacements. Et puis, sur place, ben, je n'avais pas vraiment beaucoup de dépenses. Donc, ça, c'était moins important. À tel point, en fait, qu'avec un petit reliquat de l'argent du GIS plus de l'argent que j'avais collecté par ailleurs, j'ai suivi, en fait, des informateurs à Hong Kong. C'est-à-dire que j'avais des informateurs africains qui ont été débauchés pour travailler au Jockey Club de Hong Kong. Donc, ça m'a permis de passer une dizaine de jours à discuter avec eux, pardon, dans la mesure aussi où l'Afrique du Sud fait partie d'une fédération des associations de course pour l'hémisphère sud, ou je me souviens plus exactement comment ça s'appelle, je peux retrouver, qui fait que ça lie ben, l'Afrique du Sud avec Hong Kong, avec l'Inde, avec le Japon, la Corée, toutes sortes de pays où en fait les courses hippiques sont très actives et les paris aussi. Alors, ce qui était intéressant de voir à Hong Kong, c'est qu'en fait, en Chine continentale, jusqu'à présent, les paris hippiques et les jeux d'argent d'une manière générale sont pas légalisés. Et du coup, bien sûr, le champ de course de Hong Kong attire énormément de monde. D'ailleurs, il y en a deux pour un tout petit territoire. Et une autre caractéristique aussi, c'est la raison pour laquelle j'avais rencontré aussi pas mal de Sud-Africains, des jockeys, mais aussi des entraîneurs, c'est qu'en réalité, le territoire est trop petit pour entraîner et élever des chevaux. Donc jusqu'à présent, en fait, la plupart des professionnels autour de ce champ de course venaient de l'extérieur. Maintenant, c'est en train de changer puisque ils ont ouvert un centre d'entraînement en Chine continentale, hein, et donc, les chevaux peuvent se reproduire et être élevés en Chine. Ils n'ont plus besoin d'importer des chevaux. Voilà, donc ça, c'est cette partie, on va dire, africaine. Et en même temps, j'ai commencé aussi j'ai eu à partir de 2018, avec Thierry Windig, on a eu un autre contrat de recherche qui n'avait rien à voir avec le GIS, qui était en fait une demande du ministère de la Culture pour travailler sur les courses de lévrier. Donc, on a commencé à travailler sur les courses de lévrier, euh, dont les paris sont très différents, puisqu'on peut parier que sur le champ, le synodrome. Et bien sûr, les sommes sont très petites, hein, c'est pas... Alors, ce qui était intéressant par rapport aux courses de lévrier, c'était en fait l'histoire des courses de lévrier, puisque c'était des courses qui étaient à l'égal des courses hippiques jusque dans les années 1950, hein, avec un grand synodrome, avec un arrêt spécial du train depuis Saint-Lazare. Voilà, donc il y avait vraiment tout un monde qui était créé autour des courses de lévrier, qui en fait a commencé à disparaître peu à peu et à se retrouver. Alors, vraiment, ce qui a donné le coup de massue, on va dire, mais apparemment, c'est en train de reprendre un peu parce que j'ai vu des articles, en particulier, il y avait un article dans Le Monde sur les lévriers. En fait, en 2019, l'État a retiré la licence pour les jeux d'argent pour les lévriers. Donc, en fait, les courses de lévrier attiraient déjà plutôt les propriétaires de lévrier dans une sorte de sociabilité très sympathique. D'ailleurs, on a été très, très bien accueillis. C'était un terrain très, très facile. Euh, mais ça attirait aussi des badauds qui venaient essayer de gagner 3 francs 6 sous. Mais c'est plus le cas. Voilà. Donc, ça aussi, si tu veux, euh, conduit certaines municipalités à mettre fin à des contrats de location pour les cynodromes. Parce que la plupart du temps, les cynodromes, ils appartenaient pas aux sociétés de course, ils appartenaient en fait aux municipalités qui les louaient, en disant que ça faisait une animation locale qui attirait des gens, etc. Mais si c'est plus le cas, voilà, c'était un peu problématique. Donc là, c'est quand même une pratique qui est un peu en mauvaise posture, on va dire. Voilà, donc ça, c'est un peu la continuation de ces courses avec les animaux et de ces jeux avec les animaux. Et puis ensuite, j'ai décroché un contrat avec l'Institut français du cheval et de l'équitation pour travailler sur les pratiques des parieurs dans les Hauts-de-France. Et là, j'ai travaillé avec un géographe qui s'appelle Pierre-Jacques Olagnier. Et c'était une recherche formation,
puisqu'en fait, on a fait travailler leurs étudiants en master, qui travaillent en fait sur des problèmes de géographe, ancrage territorial, etc. Et donc là, on a eu des étudiants qui ont fait passer des questionnaires dans les bars PMU des Hauts-de-France, et puis on essaie de tracer en fait un portrait des parieurs. Comment on entre dans le monde des parieurs, un peu, bon, les gens ne parlent pas tellement d'argent, mais combien ils pariaient, enfin, etc., etc. Donc ça, c'était un truc intéressant. En plus, les étudiants, ça leur a fait une formation, comment construire un questionnaire, puis après, comment traiter le questionnaire sur Sphinx. Donc voilà, on leur a offert une formation qui était, bon, disons, un plus dans leur master. Et puis, à partir, je pense, de 2023, les grandes entreprises de jeux d'argent doivent verser une sorte de cotisation pour la lutte contre les addictions. Et cette cotisation, si je puis dire, peut servir de financement pour la recherche. Et nous, on a proposé quelque chose avec Thierry Wendling et Pierre-Jacques Olanier sur la mémoire du PMU. Donc, on a été très bien reçus par le PMU. Donc, on a fait plus d'une dizaine d'entretiens très intéressants avec des employés du PMU. Et puis là, on essaie de continuer avec les bars PMU, avec des parieurs. Donc, on a déjà commencé. Et donc, mon collègue en particulier, Pierre-Jacques, travaille sur les champs de courses qui sont dans les Hauts-de-France, hein, parce que c'est là aussi, je crois qu'il habite en face d'un champ de courses en réalité. Donc voilà, donc il interroge les présidents des sociétés de courses, enfin voilà. Donc bon, on est un peu lancé dans une autre recherche qu'on n'arrive pas nécessairement à mener. euh, comment dirais-je, au rythme qu'on aimerait, parce que c'est toujours compliqué. Il faut aussi se souvenir que les courses, il n'y en a pas tout le temps dans l'année. Hein, voilà, il y a des choses qui sont ponctuelles ou qui ont un rythme saisonnier. Donc, ça freine un petit peu aussi les rencontres qu'on peut faire. Ça nous avait en tout cas freiné par rapport à ce qu'on raconte, par rapport aux courses de lévrier. Voilà, parce qu'il n'y en a pas en plein hiver. Enfin, voilà. Alors, après tous ces travaux et ces rencontres successives, vous avez organisé l'an dernier une journée d'études les 10 et 11 mai qui s'intitulait Espace-temporalité des jeux d'argent. Qu'avez-vous retenu de ces deux journées de rencontres et quels en ont été les acquis? Oui, alors en 2022, au mois de mai 2022, j'ai organisé à l'Université de Picardie à Amiens 2 jours ou un jour et demi de journée d'études sur les jeux d'argent. Donc on a réuni des gens assez différents. Il y avait une collègue polonaise qui était venue, un collègue ivoirien, il y avait des géographes, des anthropologues. Bon. Euh, alors, ce qui était intéressant dans ces journées, parce que quand on parle des jeux d'argent, on parle beaucoup d'addiction avec une dimension, on va dire, un peu psychologique ou disons, voilà, une approche plutôt clinique, pour le dire comme ça. Et là, ce qui était intéressant en particulier par rapport, je vais prendre deux exemples, la communication du collègue ivoirien et la communication de la collègue polonaise, c'était de montrer quand même que les lieux de Paris, en particulier des lieux de Paris hippiques, mais pas seulement parce que ce n'était pas le cas avec le collègue ivoirien, l'addiction, en fait, elle est à la sociabilité, si j'ai envie de dire. C'est que les gens y vont parce que ça leur donne une vie sociale. Ils montraient bien dans le cas ivoirien, et je l'avais vu aussi en Afrique du Sud, c'est que les gens y vont parce que c'est quand même des pays où il y a beaucoup de gens qui sont au chômage. Bon voilà, par exemple, quand j'avais été dans un quartier qui s'appelle Pantown, qui est un quartier industriel en dehors de la ville de Durban, les gens qui allaient là, il y avait un retraité avec qui j'avais sympathisé, qui me présentait d'autres personnes. Mais par exemple, un des jeunes hommes qui m'avait présenté, c'était quelqu'un qui se levait tôt le matin, qui allait à un endroit, une sorte de carrefour, où il avait peut-être des chances de trouver un boulot parce qu'il y avait des gars qui venaient pour prendre des gens à la journée, pour faire des constructions, etc. Et puis après, ben, il était un peu libre de ses jours. Et donc, il savait que s'il allait dans ce betting shop, il pouvait trouver de la compagnie, discuter, etc. Donc, il ne dépensait pas énormément d'argent, il contrôlait, je ne sais pas jusqu'à quel point, mais en tout cas, il se donnait un petit budget. Et ils dépensaient un peu d'argent, ils discutaient à gauche et à droite, etc. En tout cas, en Afrique du Sud, on ne peut pas boire d'alcool dans ces lieux-là. Donc, c'est pas, je veux dire, ça ne dégénère pas. Hein. Les gens sont là vraiment. Il y a des gens qui rentrent en coup de vent, comme ça, je sais pas, qui sont sur la route ou qui rentrent chez eux, ou voilà. Souvent, dans ces betting shops, les moments où il y a beaucoup d'activités, c'est le matin tôt. Et puis, en Afrique du Sud, les gens
vers 6-7 heures, parce que les gens commencent tôt, puis après vers 4-5 heures, quand les gens rentrent chez eux. Puis dans la journée, il y a des gens comme ce jeune homme que j'avais rencontré, et se retraiter. Mais le collègue ivoirien, il montrait un peu la même chose. C'était des groupes de jeunes qui n'avaient pas de boulot et qui se retrouvaient en fait pour jouer entre eux, pour parier entre eux. Et en même temps, ce qui était intéressant aussi, c'est qu'il y avait une circulation entre eux d'argent. C'est-à-dire qu'ils se prêtaient de l'argent. Et ceux qui gagnaient, euh, on ne le dépensait pas comme ça, on ne le prenait pas et puis allez pour le dépenser tout seul. On offrait quelque chose à boire ou on offrait quelque chose aux autres, ou on leur prêtait de l'argent pour qu'ils puissent rejouer. Donc c'était tout un circuit à la fois de sociabilité, mais peut-être aussi de liens entre eux, hein, liés par des crédits et des prêts d'argent, qui montraient que finalement, ben, l'addiction, elle n'était pas clinique ou psychologique, ça existe sûrement, mais là, en tout cas, le fait de jouer, c'était surtout pour des raisons de sociabilité. Et puis, la collègue polonaise, elle montrait quelque chose historiquement qui était très intéressant. Elle montrait en fait qu'elle a fait des récits de vie avec des parieurs qui allaient sur l'hippodrome de Varsovie pendant la période du communisme. Et elle a montré qu'en fait, les gens trouvaient sur ce lieu de pari une sorte d'espace de liberté qu'ils n'avaient pas nécessairement ni dans leur boulot, ni dans leur vie quotidienne. Et puis aussi un espace où on pouvait utiliser de l'argent finalement, qui n'avait pas trop d'importance dans le système communiste, hein. Les choses étaient assez bon marché, il y avait beaucoup de choses qui étaient redistribuées, etc. Mais là, tout à coup, on pouvait faire quelque chose avec l'argent. En même temps, il y avait des rapports de sociabilité. Il y avait c'était une société qui était en dehors de la vie quotidienne, en dehors du contrôle, en partie en tout cas du Parti communiste, etc. Donc, c'était quelque chose de très intéressant de voir en fait la signification attribuée au lieu de jeu et au lieu de jeu, y compris les jeux d'argent, hein, selon le contexte en fait social et culturel et historique, hein, dans lequel ça prend place, les pratiques prennent place, pardon. Voilà, donc ça, j'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant. Et puis, je m'intéresse aussi là un petit peu parce que j'avais lu des choses aussi de Rebecca Cassidy, en fait, sur euh, cette idée que les gens, souvent, quand ils vous parlent de parier, hein, en particulier pour les courses de chevaux, ils parlent beaucoup, en fait, d'un vrai travail. C'est-à-dire que ça demande ce qui est probablement vrai. Ça demande, oui, ça demande de connaître les jockeys, les chevaux, la qualité de la piste, bon, plein de choses. Et donc, les gens considèrent qu'ils ne gagnent pas de l'argent comme ça, hein, simplement par hasard, mais qu'ils gagnent de l'argent parce qu'ils ont vraiment travaillé pour le gagner de cet argent-là. Et je pense que c'est une question intéressante et qui explique probablement comment, dans certains pays plutôt de tradition plus puritaine que d'autres, on a accepté que les paris hippiques, d'une manière plus, disons, ancienne, que d'autres types de paris. En tout cas, légalement. Après, les gens parient, bon, voilà, comme ils veulent. Euh, donc voilà, donc ça c'était intéressant à la fois pour la Grande-Bretagne et puis aussi pour l'Afrique du Sud, hein, sachant aussi que là, il y a des travaux d'historiens qui ont paru récemment en Afrique du Sud et qui montrent en fait que les gens, quand ils voulaient faire des jeux d'argent, les paris, ils allaient au Mozambique en fait. Voilà, parce qu'il y avait plein de choses qui étaient interdites en Afrique du Sud, une sorte de puritanisme, hein, autour de ces paris et de ces jeux. On voit aussi que dans la Chine communiste, hein, enfin la Chine actuelle, je ne sais pas si elle est encore communiste, mais en tout cas la Chine actuelle, les jeux d'argent sont très contrôlés aussi, hein. Donc voilà. Merci pour tous ces éléments. À vous écouter, est-ce qu'on pourrait dire que votre méthode de recherche sur le terrain commence tout d'abord par des rencontres, des interviews, et progressivement passe à l'identification de sociabilité, puis ensuite d'enjeux économiques, voire même d'enjeux géopolitiques? Oui, oui, c'est vrai. Parce que moi, j'ai une démarche très inductive. Donc, c'est-à-dire que ce qui m'intéresse d'abord, c'est de rencontrer des gens, de faire de l'ethnographie, hein, de faire des entretiens, des observations, etc., qui font émerger des questionnements, hein, que je poursuis ou pas d'ailleurs, hein, parce que des fois, voilà, d'une manière plus ou moins comparative. Voilà. Mais c'est vrai que je connais beaucoup plus ce qui se passe en Afrique du Sud, ce qui se passe en France, aussi parce que la dimension Jockey Club, etc., c'est moins fermé qu'en France, hein. Je me vois pas entrer au Jockey Club de France, quoi. Mais là, j'ai pu entrer facilement, quoi. Et puis la cotisation est payable. Enfin, je veux dire, voilà,
Alors, le GIS, j'ai envie de dire, les bourses que j'ai pu avoir du GIS et puis aussi le travail qu'on fait avec le PMU, aussi d'une certaine manière, ça légitime des sujets, des thématiques qui ont mauvaise presse. Si vous dites que vous travaillez sur les jeux d'argent, bon, les gens trouvent que c'est pas vraiment un sujet, ou si c'est un sujet plutôt pour les gens qui travaillent sur les addictions directement, pas d'une manière, pas comme on le fait avec Thierry ou Pierre-Jacques, enfin d'autres gens, hein, ou les géographes comme Marie Redon. C'est pas cette approche-là que les gens voient tout de suite quand on dit je travaille sur les jeux d'argent. Il y a quelque chose quand même de très, disons, euh, il y a beaucoup de préjugés, hein, de jugements par rapport aux jeux d'argent, euh, encore aujourd'hui. Et c'est pas considéré vraiment comme un sujet très légitime pour les SHS, j'ai envie de dire. Et donc, je pense que l'importance du GIS, c'est de montrer qu'en fait, bah, c'est quand même un groupement d'intérêt scientifique, que c'est un sujet scientifique, que ça vaut la peine d'encourager les gens à travailler sur ces jeux d'argent, au-delà simplement que de répondre à des choses plus, disons, institutionnelles sur la lutte contre les addictions. Alors, afin de conclure un petit peu et d'ouvrir cette interview, une ultime question sur votre actualité scientifique. Quels vont être vos projets actuels et puis dans les prochains mois? Alors, du coup, là, je dois dire qu'en Afrique du Sud, j'ai mis un tout petit peu la pédale douce sur les courses et les paris hippiques, sauf que je me tiens, enfin, je suis l'actualité. Et puis là, on va sortir, j'espère à la fin de l'année, un numéro de la revue ethnographique.org qui s'appellera Jeux d'argent. Voilà, donc là, on est en train d'y travailler. Donc, on va reprendre la contribution de la collègue polonaise et puis je fais traduire aussi la contribution d'un collègue allemand qui a travaillé sur les paris, la façon dont, à travers les paris, les gens se représentent le risque et leur futur au Kenya. Donc, on aura quelque chose aussi sur l'Afrique. Et puis, on aura aussi nos collègues géographes, Marie Redon et d'autres personnes qui ont une vision peut-être plus globalisante de ces paris. Voilà, donc j'espère qu'on arrivera à sortir le numéro pour le mois de décembre 2024. Il y a aussi quelque chose sur le rôle des buralistes, hein, des tenanciers de PMU autour des paris. Donc il y a des articles assez différents qui ne sont pas seulement sur les paris hippiques ou les paris sportifs, hein. Il y a quelqu'un qui travaille aussi sur un jeu qui s'appelle Magic, je ne connaissais pas du tout, hein, mais qui montre aussi que à la fois ce qui est important, c'est de jouer et puis de gagner parce qu'on gagne un peu d'argent. Mais surtout, non, en fait, c'est pas un jeu d'argent, mais on gagne de l'argent parce que c'est des cartes qui se collectionnent. Donc, en fait, ce qui est important, c'est pas de gagner ou de perdre, c'est d'avoir les bonnes cartes et de pouvoir, en fait, en faire une sorte de commerce de seconde main. Voilà. Donc, il y a toutes sortes de configurations, je pense, qui vont être intéressantes avec des articles intéressants dans ce numéro-là que je co-dirige avec Pierre-Jacques Olanier, donc mon collègue géographe, et Thierry Wendig. Le numéro d'ethnographique.org, Jeux d'argent, il a aussi bénéficié d'une subvention du GIS, en particulier pour les traductions, parce que les traductions, c'est toujours assez coûteux. Donc là, on était très content de pouvoir avoir des traductions professionnelles et de ne pas avoir à le faire nous-mêmes. Voilà. Eh bien écoutez, merci Sophie pour cette interview très riche et remplie de découvertes sur les différents terrains que vous avez pu évoquer. Je vous dis à très bientôt sur les deux corpus et dans l'émission d'entrée de jeu. Ouais, merci Boris, à bientôt. Au Au revoir. revoir. Pour celles et ceux qui nous regardent depuis notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner afin de recevoir les nouveautés dès leur diffusion. Merci et à bientôt sur le deux corpus.